à Renato Sariedine, et donc au professeur Fouad, si j'ai bien compris, pour cette invitation donc à travailler sur un des thèmes centraux, au fond, qui est le thème de votre propre groupe de recherche, je crois, la psychanalyse dans ses rapports aux politiques et le social, l'éthique. J'ai bien compris aussi. Alors, la présentation de Renato est parfaite, c'est un plan de ma conférence, donc je pense qu'on va s'y retrouver bien. Et je veux simplement indiquer que si ça intéresse les personnes dans la salle, je ne sais pas si on voit ce Lacan et Lévi-Strauss, mais dans sa version brésilienne, évidemment, qui est très importante, puisque c'est au fond de l'ensemble de mes ouvrages, c'est l'ouvrage qui a été traduit en brésilien à Rio par Joël Birman en 2019. Donc il doit être encore disponible aux éditions Civilisation. Voilà. Donc, alors, je vais essayer d'être assez schématique et assez clair. Alors, il s'agit donc, dans ma recherche et dans cette conférence d'aujourd'hui, que j'espère assez courte quand même, je veux dire, c'est un travail sur l'évolution de l'éthique du sujet occidental du point de vue de la psychanalyse. Donc, ça suppose au moins deux histoires pour ma propre construction d'objet. Il s'agit donc de l'histoire de l'évolution de l'éthique en Occident, premier point, et deuxième point, l'évolution de la théorie de l'éthique en Occident du point de vue de la psychanalyse. Et donc, on sait, de ce point de vue-là, que l'éthique, la problématique de Freud, fondateur du champ psychanalytique, n'est pas la même problématique que celle de Lacan. Donc, je vais essayer de montrer en quoi ces deux points de vue sont différents, en gardant en tête, au fond, peut-être les enjeux les plus actuels qui se font jour dans le champ intellectuel, culturel et universitaire français autour de ces questions de genre qui font aujourd'hui beaucoup débat en France, aux États-Unis et je crois bien aussi en Amérique latine, au moins au Brésil. Et donc, j'ai effectivement rédigé un dernier ouvrage, s'appelle Lacan presque queer. Je vous montre, c'est ça, Lacan presque queer. Alors, donc j'aborde, ou je ne sais pas si on aura le temps de le faire vraiment, mais j'aborde les questions queer en disant que, évidemment, les problématiques queer développées en particulier par les philosophes anglo-saxons, Butler et Preciado en particulier, développent des critiques extrêmement violentes contre la psychanalyse, puisqu'ils font de la psychanalyse, donc on est bien dans le champ de l'éthique, ils font de la psychanalyse un opérateur de reproduction des dominations masculines, hétéropatriarcales, des pratiques de mort contre les homosexuels et de la domination féminine, masculine des femmes. Alors, j'ai travaillé tout ça, mais je l'ai travaillé donc dans ce petit bouquin là, qui s'appelle Lacan presque queer, en reprenant notamment l'ensemble de mon travail que j'avais développé sur des thèmes importants et liés à ces questions-là. Premièrement, la question du père, puisqu'il faut savoir si oui ou non
Est-ce qu'on est évidemment dans des sociétés patriarcales, ce qui est évidemment le cas, puisque jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais rencontré, enfin, anthropologiquement, on ne connaît pas de société non patriarcale, ça n'existe pas. Les sociétés matriarcales n'existent pas. Il y a des sociétés matrilinéaires, mais c'est très différent. Donc oui, notre société occidentale, comme la vôtre, j'imagine, au Brésil ou ailleurs, et naturellement dans les pays dont on parle beaucoup en ce moment, au Moyen-Orient en particulier, sont des sociétés patriarcales. Ce qui n'empêche pas, naturellement, de poser la question du rôle du père dans ces sociétés. Alors, je vais reprendre tout ça, la question du père tout de suite, en évoquant, je vais tout de suite aussi essayer de vous indiquer un truc très simple, c'est que pour mon travail, j'ai distingué trois Lacans, trois périodes de la recherche de Lacan. Alors, il y a premièrement le jeune Lacan. Retenez le terme, c'est facile, le jeune Lacan. C'est un jeune Lacan qui a 37 ans en 1938 et qui publie les complexes familiaux et qui va jusqu'en 1950. Ce jeune Lacan a 49 ans en 1950. Et puis il y a un deuxième Lacan très important qui va, disons, de 1950 à, j'ai noté comme 1960 environ. Et à l'intérieur, même 63, et à l'intérieur de ce deuxième Lacan, qui est un Lacan structuraliste, un Lacan influencé par Lévi-Strauss, enfin qui doit tout à Lévi-Strauss, qui est en transfert avec Lévi-Strauss, c'est le maître, Lévi-Strauss est le maître de Lacan. Il y a un troisième Lacan que j'ai appelé le Lacan des mythologiques, qui se trouve entre 1958 et 1963, dernière période qui nous mène jusqu'au séminaire que Lacan n'a pas fait, précisément sur la question du père et des noms du père, puisqu'il a été exclu de l'international psychanalytique. Voilà, alors je reprends en essayant de garder le fil, naturellement, de ce qui vous intéresse, à savoir l'évolution de l'éthique en Occident. Comme vous le savez, démarrons extrêmement schématiquement. Pour Freud, l'organisation ou l'opérateur de régulation psychique de l'éthique en Occident et ailleurs, d'ailleurs, pour lui, c'est le complexe d'Oedipe. C'est facile à connaître, tout le monde connaît ça. Et que tout le monde connaît aussi sa formule simplifiée, à savoir celle du garçon, du fils, qui est la source d'un désir incestueux vers la mère, qui est arrêté par le père. Donc, le fils, du coup, rentre dans une phase de latence dans cet affrontement et attend son tour pour obtenir les avoirs du père. Il s'agit donc d'une fabrique, d'une sorte de fabrique du mal occidental. Facile à comprendre. Là, pour la fille, c'est un peu différent puisque la fille, elle, ne rentre pas par le bout de l'amour pour le père, elle rentre par le bout de la haine contre la mère. Pourquoi? Parce que la mère ne lui aurait pas donné de phallus, auquel cas elle va chercher le phallus du côté du père. Nous avons donc un complexe d'Oedipe genré, déjà chez Freud, et il faut il y a donc l'opérateur central qui est l'Oedipe, sur lequel on reviendra, parce que dans les échanges avec nos camarades philosophes queer, évidemment, ils considèrent que, en particulier, culpabiliser le fils
de, du désir incestueux vers, vers la mère demande un père renforcé, puissant, pour que la logique fonctionne en ce qui concerne la reproduction des liens sociaux, c'est-à-dire de la famille. Et donc, c'est un point extrêmement aigu de séparation qu'il souhaite de séparation avec la logique psychanalytique et l'orientation des cures qui voudraient, des cures freudiennes, qui voudraient donc revaloriser le père de telle manière à ce que ce père tienne le coup en ce qui concerne la répression du désir incestueux du fils et des filles. Première grande opération. Alors, je prends maintenant Lacan. Lacan considère que le jeune Lacan dont j'ai parlé, considère donc le tout premier Lacan, le Lacan de 37 ans, considère que Freud, il n'est pas d'accord avec Freud, qui lui considère que le père dans l'inconscient est un père mort, c'est le père donc que l'on retrouve, le père de Totem et Tabou dont vous avez dû entendre parler, qui est donc le père des églises, donc c'est un Dieu tout-puissant. Pour Lacan, ce point de vue sur le père est un Lacan trop mythologique et il faut dégager pour lui un autre père qui est le père de famille. Et pour ça, dont il est dit par Lacan lui-même, comme l'a rappelé Renato, que ce père serait en déclin. Ce que vous entendez souvent, j'imagine, dans le milieu analytique, le père est en déclin, d'où une cascade de désastres cliniques selon ces pentes analytiques, qui est donc en particulier tout ce qu'on appelle les troubles modernes, les anorexies, les boulimies, les dépressions et les actes violents. Alors, pour ce point de vue donc qui est simple, plus le père de famille est faible dans sa valeur et moins la répression se fait du désir incestueux du fils et à ce moment-là, on obtient, disons, une société troublée. Alors Lacan a développé ça et il a développé même les assises anthropologiques de cette théorie du déclin du père qu'il est allé chercher chez Durkheim. Parce que Durkheim donc faisait un cours où il expliquait que l'histoire de la famille occidentale aurait fait passer la famille de ses formes larges et harmonieuses à un trognon de famille conjugale, papa, maman et moi, et que dans cette variation, n'est-ce pas, la valeur du père aurait décliné. Vous voyez la question à prendre pour ce qui concerne l'analyse de l'éthique en Occident avec le jeune Lacan, c'est la famille occidentale est contractée, réduite à une famille conjugale, et donc le père de famille perd de sa puissance sociale, de sa valeur sociale, et il perd du même coup aussi sa valeur en ce qui concerne la structuration subjective des fils et des filles. Voilà la première théorie de Lacan. De ce déclin de l'imago paternel, Lacan considère que c'est un déterminant essentiel de la production de la psychanalyse, produite précisément par ce qu'il appelle un membre du patriarcat juif, à savoir Freud. Vous voyez, la position de Lacan et la position de Freud ne sont pas tout à fait les mêmes sur la question du père. Et pour Lacan, à l'époque, l'imago paternel est en train de perdre de sa valeur et du coup,
on a ce qu'il appelle la grande névrose caractérielle des fils qu'il avait sous les yeux lui-même, Lacan, en 1938. Voilà donc un type d'éthique, et l'éthique du névrosé caractériel, qui devrait son malaise sur l'organisation de sa douleur et de sa subjectivité à une chute de la valeur du père. Or, naturellement, donc, ce qu'on sait depuis 1975, avec les travaux particuliers des historiens de l'école de Cambridge en particulier, c'est que de tout temps, en Europe, il n'y a eu la forme dominante de la famille a toujours été la famille conjugale. Donc, ce qui implique, par un travail d'archives sérieux, que les idées de Durkheim étaient fausses. Durkheim n'ayant jamais travaillé sur le terrain proprement dit. Donc, du coup, c'est évidemment toute cette théorie, disons, du père chez Lacan qui s'effondre. Toute la théorie de l'effondrement de la valeur du père chez Lacan qui s'effondre. Mais Lacan, donc 1950, il y a aussi l'histoire donc continue. L'histoire, c'est la rentrée de Lévi-Strauss qui revient de New York avec dans ses valises à la fois les structures élémentaires de la parenté et une théorie particulière de ce que c'est que le sujet pour Lévi-Strauss est donc le sujet du symbolique, des fonctions symboliques, et ces fonctions symboliques ne fonctionnent correctement, c'est-à-dire de manière névrotique, que si dans l'univers du sujet, il y a un signifiant particulier, un signifiant essentiel, un signifiant d'exception, un signifiant à valeur zéro, à valeur sémantique zéro, et ce signifiant à valeur zéro est précisément ce qu'il faut pour qu'il y ait un capitonnage entre le signifiant et le signifié. Bref, le régime ordinaire du langage, selon Lévi-Strauss, ne fonctionne que s'il y a dans l'univers symbolique du sujet ce signifiant zéro qui est inclus. Alors Lacan donc va quitter sa théorie du fils de famille pour en ce qui concerne le sujet dans la psychanalyse et il va emprunter donc cette théorie du sujet de l'inconscient comme sujet du langage, sujet de la parole et du langage, et il saisit cette théorie du signifiant zéro. Alors, ce signifiant zéro a plusieurs nominations dans différentes cultures. C'est le Lorenda des Iroquois, c'est le Nahual chez les Mexicains, et ainsi du reste. Et Lacan, lui, va développer, poser, donner un nom de baptême à ce signifiant zéro. Il va appeler ça le nom du père. Bon, tous ceux qui ont entendu un petit peu parler de Lacan, de la théorie lacanienne, savent que, évidemment, cette théorie du nom du père va avoir un succès immense, d'autant plus que ce signifiant zéro, donc qui s'appelle nom du père chez Lacan, mais qui s'appelle Orenda chez les Iroquois, ou qui s'appelle Nahual chez les Mexicains, eh bien, ce nom du père, lorsqu'il est, donc Lacan le reprend, et il montre, grâce à son travail sur les sujets à la psychose, que lorsque ce signifiant n'est pas là ou qu'il est dégradé, alors le sujet fonctionne dans une logique de psychose. Alors vous voyez déjà que pour ce qui concerne l'orientation éthique des deux grandes classes, au fond, de sujets qui existent, à savoir névrose d'un côté, psychose de l'autre, évidemment, l'éthique est un peu différente, comme on le sait, chez les sujets névrosés ou les sujets à la psychose. Eh bien, Lacan montre que quand le nom du père, ce qu'il appelle le nom du père, qui s'appelle en fait le signifiant zéro, qu'a inventé Lévi-Strauss, qu'ont inventé les structuralistes plutôt de 1950 à New York, quand c'est pas là, ça fonctionne de manière psychotique, le langage fonctionne de manière psychotique,
et on a une grande rupture donc de fonctionnement entre le sujet de la névrose et le sujet de la psychose. Voilà un grand, encore quelque chose d'immense, enfin une découverte immense qu'a fait Lévi-Strauss, mais que Lacan réintroduit dans le champ psychanalytique. Et donc, il m'est revenu dans ce travail que vous avez sous les mains, là, en tous les cas en brésilien, je développe, j'ai montré que ce signifiant du nom du père, cette théorie du signifiant du nom du père, vient de Lévi-Strauss et c'est pas une invention de Lacan. Et mon point de vue, c'est donc que Lévi-Strauss, de ce point de vue-là, est le maître de Lacan. Et donc Lacan va revisiter toute la clinique psychanalytique avec ce nouvel outil qui est l'outil du nom du père. Et en particulier, il va revisiter la question du petit Hans, c'est-à-dire le père, en mettant l'accent sur ce qu'est le père de l'enfant phobique. Alors, l'enfant phobique, bon, le petit Hans, c'est le cheval dont il a la phobie. La phobie, dit Lacan, c'est donc un signifiant qui est le cheval. Le père devient le cheval et on voit donc la fonction proprement symbolique que prend la question du père, qui n'est plus du tout maintenant donc la question du père de famille, de sa valeur, etc., je ne sais quoi, mais donc la valeur du père symbolique, puisque le fils, du point de vue de la psychanalyse, l'enfant, le fils, la fille, sont des sujets de la parole et du langage, ce sont donc des sujets du symbolique. Voilà donc, alors, pour ce qui concerne le petit Hans, Lacan indique donc que c'est un mythe produit par Hans et que le signifiant cheval est un signifiant insignifiant. Donc, il faut bien comprendre ça. Et Lacan, donc le père devient, c'est-à-dire un nom. Le nom du père, c'est un signifiant insignifiant, une valeur symbolique à valeur zéro. Donc, il permet tout de même le capitonnage entre le signifiant et le signifié. D'emblée, on voit tout de suite, donc on est extrêmement loin des critiques violemment menées par quelques philosophes queer contre la psychanalyse qui considèrent que la psychanalyse, disons, souhaite constamment consolider la valeur du père de famille. En Occident, du père blanc. Voilà la critique. Or, évidemment, première réponse, mais alors j'en parle avec eux parce que, évidemment, ils s'appuient sur Lacan pour essayer de développer leur critique et de la psychanalyse et de la société dans laquelle nous sommes tous. Et donc, j'ai essayé de faire comprendre que pas du tout, entre le jeune Lacan de 1938, qui effectivement mettait l'accent sur la valeur du père de famille, et le second Lacan, qui est le Lacan structuraliste, que nous connaissons et qui considère que le père est un signifiant à valeur zéro, évidemment, c'est plus du tout de la même fonction paternelle dont on parle. Et il n'est pas question, donc, pour les psychanalystes que nous sommes, de continuer à diriger les cures du point de vue d'un renforcement du père de famille. Donc, premier point, très important. Deuxième point sur l'Oedipe, prendre les 3 points. Le deuxième point, c'est sur l'Oedipe. Donc, si effectivement chez Freud, on aperçoit donc que l'Oedipe, le fils oedipien, s'affronte à un père qui doit être puissant et sans cesse renforcé, c'est le cas chez Freud, eh bien, ce n'est pas le cas pour Lacan. Et pourquoi ce n'est pas le cas pour Lacan? Eh bien, parce que pour Lacan, l'Oedipe n'est pas du tout à prendre du point de vue du désir incestueux du fils pour la mère, mais tout au contraire de la mère pour l'enfant. C'est donc évidemment
non pas le fils qui veut la mère, mais la mère qui veut l'enfant, ce qui est facile à confirmer, disons, dans l'ordinaire de la clinique. Ce sont effectivement les mères qui veulent des enfants beaucoup plus que les enfants qui voudraient baiser avec leur mère et qui n'ont d'ailleurs pas l'appareil nécessaire pour se présenter de manière convenable. Donc, nous avons donc un renversement qui est absolu de la problématique qu'il faut bien comprendre. La mère veut l'enfant et Lacan donc précise qu'en voulant l'enfant, il situe, disons, ce que veut la mère, c'est-à-dire cet enfant dont il fait un fétiche. La mère elle veut un fétiche et veut un enfant fétiche qui s'appelle, pour Lacan, chez Lacan, le phallus. Donc, vous entendez parler du phallus quelquefois dans les débats, les échanges entre les philosophes queer et puis la psychanalyse. Sachez que le phallus, ce n'est pas donc les attributs du père, ce n'est pas le père qui a le phallus, mais c'est la mère qui a le phallus et elle l'a sous la modalité du fétiche. Alors c'est très important, évidemment, de s'apercevoir de ce renversement, ce que j'ai appelé la révolution du phallus, qui permet à Lacan d'inventer, disons, ce qu'il en est du phallus dans les années 60 et de montrer toute la différence qu'il peut y avoir en ce qui concerne la clinique et l'éthique, disons, de la féminité, répartie d'un côté sur la volonté maternelle, la volonté de la mère d'avoir un enfant fétiche, je me répète, donc c'est quasi pervers d'une certaine manière, du point de vue de la psychanalyse, si vous voulez. Et de l'autre part, il y a donc cette mère fétichiste, et de l'autre part, il y a la femme qui a un tout autre, qui relève non pas d'une jouissance et de la volonté de jouissance, mais qui relève, elle, du désir, ce qui est tout autre chose. Pour ce qui concerne l'étude de l'éthique en Occident, il faut, et ailleurs, naturellement, il faut savoir, naturellement aussi, disjoindre ce qu'il en est de la jouissance de ce qu'il en est du désir, qui est tout autre chose. Alors, le désir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le désir, une cause, on le sait depuis Platon. Les questions d'éthique ne sont pas nouvelles, on comprend. Donc, pour Platon, le désir, c'est le désir de rien. La cause du désir, c'est précisément le rien. Ça part du rien. Ce qui se comprend bien aussi, puisque quand le désir, au fond, obtient un objet, eh bien, il meurt, ce désir. Donc, on a diverses stratégies dont je vous épargne ici modalités, enfin, qui sont dans l'éthique, cet espace du rien dans le désir, comme cause même du désir, doit être préservé. Le désir, c'est le désir de rien, et ça part du rien, et ça va au rien si le désir veut éthiquement être reconduit. Voilà, donc on a d'un côté, je me reprends pour ce qui concerne la clinique du féminin, de l'éthique du féminin. D'un côté, on a donc la question clinique de la clinique, enfin éthique, puisque clinique, éthique et politique, c'est pareil. Donc, on a donc d'un côté cette volonté fétichiste de la mère d'avoir des objets. Le père, lui aussi, veut avoir des objets, évidemment, comme on le sait, puisque lui, il travaille du point de vue des biens de la cité, depuis aussi, on le sait, depuis les premières divinations de Sophocle, les premières grandes tragédies aux sources de la culture occidentale. Donc, le père veut des objets, il veut faire famille, et la mère, donc dans cette logique-là, vous voyez que la mère, d'une certaine manière, reconduit
pour sa part que la domination paternelle en réglant une certaine discipline à l'intérieur de la famille et en produisant des enfants pour le père. Parce que les enfants ne sont pas pour la mère, contrairement à ce qu'on croit, mais anthropologiquement et de tout temps, les enfants sont pour le père, pour la reproduction des biens de la famille. Voilà deux types. Alors, d'un côté, vous avez l'homme qui est structuré, disons, anthropologiquement par une logique de désir des avoirs, tandis que la femme, non pas comme mère, est structurée du côté de la logique de l'être, être un objet de désir. Et étant donné naturellement pour un homme ou pour une femme, bien entendu, et quand, disons, raison pour laquelle il arrive quelquefois que la femme, dans cette position d'être, veut rester être et ne veut pas être décomplétée comme une mère. D'où l'idée de Lacan de m'aider la vraie femme dans son entièreté de femme, c'est-à-dire que Médée tue ses enfants pour retrouver sa position féminine. Voilà donc en ce qui concerne l'éthique, vous voyez un travail très, très, très particulier de Lacan, enfin où il amène avec la clinique psychanalytique, au fond, beaucoup de nuances pour ce qui concerne l'éthique de l'homme, l'éthique de la femme, l'éthique de la mère, et de son point de vue, Lacan considère que les femmes qui aiment les femmes sont donc automatiquement des hétérosexuels, c'est-à-dire qu'elles aiment, elles recherchent des objets hétéros. Donc, vous voyez que de ce point de vue-là, on va dire que pour toujours échanger avec nos amis queer, que non, pour Lacan, il n'y a pas cette sorte d'organisation binaire des sexes, mais qu'il peut y avoir des femmes qui soient en position proprement hétérosexuelle lorsqu'elles aiment en particulier d'autres femmes. Voilà donc 3 points, parce que je vois que le temps passe vite, il y a peut-être une demi-heure. Donc, dernier point, si vous voulez, donc Lacan revient au moment des mythologiques, ça sera mon dernier point. Donc, ça c'est plus le Lacan direct, il reste structuraliste, mais c'est pas plus le Lacan strictement lévi-straussien. Lacan retourne aux sources de la culture occidentale et il étudie avec beaucoup de brio, d'intelligence et de logique structurale, c'est-à-dire en opposition, il va étudier les grands textes de la culture occidentale. Alors j'ai appelé ça le Lacan des mythologiques, évidemment, parce qu'il y a les mythologiques de Lévi-Strauss, que je considère que Lacan, je me répète un peu, mais que Lévi-Strauss est le maître de Lacan. Donc Lacan s'est mis lui aussi à développer une recherche sur la mythologie occidentale et pour ce faire, il retourne directement au grand texte de Sophocle, Oedipe, Oedipe roi, Antigone, et c'est là où il va chercher l'évolution de l'éthique en Occident et spécialement aussi, il va bondir vers la pièce essentielle d'Hamlet qui considère comme une tragédie chrétienne. Pour Lacan, il faut considérer que la chrétienté, l'émergence du christianisme va avec la mort de Dieu. Donc, si vous voyez que pour que le calme revienne dans la cité de Thèbes, que vous connaissez, enfin, bon, dans les grandes tragédies occidentales de Sophocle, Oedipe roi en particulier, le fils Oedipe se précipite quand il s'aperçoit de la situation qui est la sienne, il se précipite, à savoir qu'il couche avec sa mère,
Alors là, j'ajoute que Jocaste, sa mère, sait qu'elle couche avec son fils, ce qui n'est pas l'inverse. Donc on a une confirmation de la thèse de Lacan. La mère veut coucher avec son fils, ce qui n'est pas le cas à l'envers. Donc quand le fils s'aperçoit, effectivement, il est dans cette situation incestueuse, en prise avec la jouissance de la mère, il se précipite dans ce qu'on appelle dans l'automutilation, il se crève les yeux et il s'en va en errance porté par sa fille Antigone, la Vierge d'entre les Vierges. Donc, on aperçoit là donc une première, et la paix revient d'une certaine manière sur Thèbes. Donc, pour ce premier moment, disons, d'analyse de l'éthique en Occident, on aperçoit donc que le Fils à qui est confiée la tâche de ramener la paix dans la cité, c'est Oedipe, et qu'il s'automutile, d'où l'idée de Lacan un peu plus tardive selon laquelle la castration dont on parle souvent, c'est une automutilation, ce n'est pas une mutilation par le père, etc. C'est une automutilation et qui doit être faite jusqu'au bout d'une certaine manière par le fils s'il veut rentrer dans la logique des échanges sociaux, etc. Alors, on a un premier cas de figure et ensuite Lacan va étudier donc de manière structuraliste la, cette tragédie de Sophocle avec la tragédie moderne de l'homme moderne qui pour lui est Hamlet. Hamlet, dont tous les critiques se sont aperçus du fait que le prince de Danemark, lui, ne se précipite pas comme Hamlet, comme Oedipe, dans l'automutilation ou dans la mutilation pour libérer son bras. Hamlet veut garder par devers lui une part de quelque chose de lui-même, ne veut pas mettre en danger quelque chose de lui-même, et c'est ce qu'on appelle l'objet A, enfin c'est un objet qui n'est rien d'autre à l'époque pour Lacan qu'une image moi idéale typique de lui-même, un bout de moi idéal qu'il ne veut pas mettre en danger. Donc, ce moi idéal, cette image idéale de lui-même qu'il ne veut pas mettre en danger pour, dans un conflit avec son oncle, pour que faire cesser le lien oedipien qu'il y a entre l'oncle, l'assassin de son père, et sa mère, il est l'amant, l'oncle en question, eh bien, il mettra beaucoup de temps au motif qu'il veut une rançon, et cette rançon, c'est le moi idéal typique, un fragment narcissique, si vous voulez, qui va caractériser pour Lacan l'homme de la modernité et dont nous sommes encore nous-mêmes aujourd'hui héritiers. Donc, l'homme de la modernité est moins Oedipe, qui lui s'automutile, tout de suite et complètement, tandis que Hamlet, qui est l'homme moderne, est un homme enfermé dans ce que j'ai appelé la prison de verre du fantasme. La prison de verre du fantasme, c'est donc l'enveloppe narcissique qui est la sienne, son image, qu'il ne veut pas abîmer et qui se trouve capitonné sur les idéaux, en particulier du christianisme, à savoir tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc la conclusion est assez facile à percevoir. Si l'autre, si j'aime mon prochain comme moi-même, eh bien je n'aimerai jamais quelqu'un d'autre que moi. C'est ça qui constitue, disons, le piège de l'homme moderne, le narcissisme de l'homme moderne, et c'est de là, d'une certaine manière, que la psychanalyse propose de sortir l'homme névrosé, donc ce qu'indique Lacan. La névrose, c'est quand il n'y a pas de Dieu. Donc on a affaire dans la modernité à un homme moderne sans Dieu, et qui donc tient à cette part moi idéale typique de lui-même, son image,
On voit bien les ravages du narcissisme en tant que ce sont des ravages du narcissisme sur le sujet, puisque ça le paralyse et qui donc il perd là sa puissance, dont sa puissance sexuelle d'ailleurs, mais beaucoup d'autres choses encore. Donc là, nous sommes encore d'accord avec la philosophie queer qui, elle aussi, aperçoit que le sujet moderne est enfermé. Preciado a pris le sujet, la métaphore de la cage, n'est-ce pas? Et je suis d'accord avec lui pour considérer qu'effectivement l'homme moderne est enfermé dans sa cage et seulement Preciado n'avance pas beaucoup et pour comprendre pourquoi, n'avance pas vraiment de solution pour sortir de la cage et rejoindre, disons, l'objet du désir, tandis que dans la psychanalyse, lacanienne en tout cas, c'est très exactement le point qui est défini par ce que Lacan appelle la passe, se débarrasser de son enveloppe narcissique pour enfin le chemin de la relation avec l'autre et surtout avec l'objet de son désir aussi. Bon, voilà quelques impasses très rapidement. Donc, j'ai balayé très rapidement, naturellement, les trois points que je souhaitais balayer avec vous pour traiter rapidement cette question de l'éthique et de l'évolution de l'éthique en Occident, qui dépend donc du point de vue de la psychanalyse, aussi de l'évolution, comme vous le voyez, du point de vue du champ analytique en ce qui concerne cette question de l'éthique, du malaise dans la culture, de l'impuissance du névrosé, de l'insatisfaction de l'hystérique, et évidemment cette belle question de la psychose aussi, qui est probablement la plus douloureuse qui existe aujourd'hui et que personne ne sait vraiment traiter. Nous pouvons accompagner les sujets psychotiques qu'ils demandent, mais évidemment, je ne crois pas que qui que ce soit ait l'idée d'avoir sorti vraiment des sujets de la psychose. Voilà ce que je peux rapidement vous dire et je pense qu'on peut ouvrir le débat à partir de là si vous voulez débattre. Voilà, merci beaucoup.